Et oui, c'est Ulrike Reisner. Quel plaisir de te retrouver, Ulrike. Comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci, merci. C'est jeudi et je suis là. Ah ben voilà, c'est le jeudi Voilà. d'Ulrike. On va parler aujourd'hui d'un sujet essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est jamais traité dans les médias mainstream. On va parler de la recherche de ressources minières, de ressources énergétiques fossiles par Donald Trump et les États-Unis. Et on en parle parce que, comme tu l'as vu, Donald Trump dit à l'Europe, si vous voulez ne plus avoir de barrières douanières, vous nous achetez 350 milliards de gaz naturel liquéfié par an et hop, on n'en parle plus. Oui. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a chez Donald Trump une logique, non pas à mon avis dans les négociations, parce qu'on dit c'est le maître du jeu, je n'en crois pas un mot. En revanche, il a une logique économique et il a une logique, on va dire, structurelle. Voilà. Et on va essayer d'en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire en introduction, parce que tu as préparé 2 planches, 2 slides. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous dire avant qu'on présente tes documents sur ce sujet? D'accord. Alors, commençons par exemple par un article, parce que c'est toujours intéressant de commencer par un article. Il y avait un article, un grand article au Wall Street Journal concernant cette question des ressources. Alors, Trump veut apparemment avoir accès aux droits miniers dans le monde entier. Et par faire ça, il espère surpasser la Chine dans une compétition mondiale pour les matières premières afin de renforcer la puissance militaire et industrielle des États-Unis. Alors, ça, c'est la grande stratégie, c'est-à-dire, apparemment, Trump a exhorté le département d'État à conclure des accords miniers qui renforcerait l'industrie américaine et l'industrie de l'armement aux États-Unis. Apparemment, il a ordonné au Pentagone de planifier le raffinage des métaux sur les bases militaires et de protéger les mines exploitées par les États-Unis dans les zones dangereuses. C'est quoi le but? Trump souhaite que les États-Unis puissent mieux rivaliser avec les relations que la Chine a établies dans les régions telles que par exemple l'Afrique ou l'Amérique latine dans le domaine de l'extraction des matières premières. On a observé bien sûr dans les médias les grands débats sur le Groenland, par exemple, et aussi sur l'Ukraine. De quoi s'agit-il? Trump il insiste sur le fait que le contrôle du Groenland soit chez les États-Unis. C'est le seul résultat qu'il souhaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des énormes ressources, des terres rares là-bas. Et c'est pour Trump aussi une question de stratégie militaire en ce qui concerne l'Arctique. Le Copenhague et Nuuk, c'est la capitale du Groenland, se sont opposés aux propositions de Trump de céder le territoire aux États-Unis. Les responsables danois ont fait savoir qu'ils seraient ouverts à la présence de nouvelles installations militaires américaines sur les îles et à des contrats miniers pour les entreprises américaines. Mais comme j'ai dit, Trump insiste sur le fait que le contrôle reste que le contrôle du Groenland par les États-Unis est le seul résultat qu'il souhaite. Avec l'Ukraine, c'est tout à fait autre chose. Les États
les États-Unis cherchent à conclure un accord sur les minéraux critiques avec l'Ukraine en échange d'une aide militaire et font de l'accès aux ressources une arme de leur calcul stratégique là-bas. Alors, on voit bien qu'il y a toujours un lien entre la stratégie géopolitique, militaire et les ressources, comme par exemple, tu l'as mentionné déjà, aussi du gaz liquide, c'est-à-dire il y a maintenant cette discussion entre Trump et Bruxelles d'acheter du côté européen des ressources du gaz liquide des États-Unis pour 350 milliards de dollars et hop, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources naturelles au Groenland? Parce que moi, ça me fascine, on parle de ce bout de terre. Quand j'étais petit, on se disait, mais il n'y a que de la glace. Oui. Il y a quoi sous la glace qui intéresse tant les Américains? Oui, bien sûr. Alors, il faut commencer par un fait, c'est que les États-Unis entretiennent depuis des décennies une importante base aérienne au Groenland. Pourquoi? Parce que, comme en Ukraine, les États-Unis veulent exploiter à long terme des terres rares et d'autres matières premières au Groenland. Et surtout faire reculer la Chine qui a également, ça c'est important, commencé à investir dans l'extraction des matières premières au Groenland. Pourquoi ça marche? En raison de la fonte progressive des couches de glace dues au changement climatique, d'importants gisements de matières premières devrait devenir accessible au Groenland dans les décennies à venir. Alors, selon les analyses, par exemple, il y a une analyse de US Geological Survey. Le Groenland devrait disposer des réserves de plus de 1,5 million de tonnes de terres rares. C'est beaucoup, oui et non, mais ce sont des grandes ressources. Le Groenland compte ainsi parmi des pays dispensant des plus grandes réserves de ces 17 métaux qui sont utilisés dans de nombreuses technologies clés actuelles. Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes de ces technologies et de ces matériaux, de ces minerais dont l'industrie nouvelle... Ah oui, bien sûr, parce que je me suis préparée. Ah bon? moi, j'ai un anti-sèche. Hein? J'ai appris ça. Ça s'appelle anti-sèche, comme à l'école. Tu es prête à passer le bac en France? Non, il faut dire, c'est un peu compliqué, mais juste pour donner une idée. Hein? Antimoine, bismuth pour munitions, cadmium pour les piles, beryllium, étain, germanium pour les électroniques, le cobalt pour les semi-conducteurs, chrome, molybdène, zirconium pour les avions, tungstène, tu connais ça, pour la navigation, et bien sûr les minerais de terres rares pour les générateurs. Ah, voilà, je me suis préparée. Très bonne anti-sèche. Oui, mais est-ce qu'on trouve tout ça au Groenland? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a 17 différents métaux qui se trouvent là-bas en grandes réserves, mais il faut toujours expliquer que l'exploitation, ça coûte beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il y a maintenant des intérêts du parti de la Chine, mais aussi du parti des États-Unis d'exploiter ce que ce sont les ressources au Groenland. On sait par exemple que la Chine possède les plus grandes réserves naturelles avec environ 45 millions de tonnes et les États-Unis ne possèdent que 0,3 millions de tonnes sous terre.
malgré une masse terrestre nettement plus importante que le Groenland. Et ça, c'est le problème pour les États-Unis, hein, qu'ils ne détiennent qu'une part de marché à environ 15%. Alors, tu nous as préparé des documents. Lequel veux-tu que je montre en premier? Commençons par exemple par la carte mondiale. Parce que ça, c'est intéressant, justement pour expliquer un peu. Oui, très bien, très bien. D'accord, alors, comme ça. Ah, c'est super comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Oui. C'est une carte mondiale de 2018, je pense. Oui. Ce sont les plus grandes réserves des différentes matières premières. Par exemple, on voit ici le antimum, le chrome, le molybdène, des terres rares, etc. Et on voit bien que les plus grandes réserves se trouvent en Russie, en Chine, en Inde, en Australie, en Amérique latine, y compris aussi le Mexique et au Canada. En comparaison internationale, les États-Unis disposent de réserves importantes de beryllium, de tellure ou de molybdène, mais les Chinois sont clairement en tête avec des ressources dans leur propre pays ou des ressources qu'ils assurent ailleurs, par exemple en Afrique. Alors, si on parle de la Chine, c'est toujours important d'avoir en tête que les Chinois ont des grandes ressources sur leur propre pays, on voit ça sur la carte, mais ils s'assurent aussi des grandes ressources ailleurs, par exemple en Afrique. Alors, si l'on maintenant compare, et ça, c'est une chose qui me paraît très intéressante, si l'on compare la carte des matières premières stratégiques avec celle des BRICS, on constate d'une part que l'Europe est loin derrière, c'est un problème pour nous, et d'autre part que les États-Unis devraient miser sur leurs alliés traditionnels, comme par exemple le Canada et l'Australie. Mais le Canada et l'Australie sont chers et ils sont surchargés en ce qui concerne les matières premières. Est-ce que, de ton point de vue, cette carte explique pourquoi, alors je vais la remettre en grand, est-ce que cette carte explique pour toi, de ton point de vue, le discours récurrent de Donald Trump sur le Canada va devenir le 51e État des États-Unis? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut maintenant devenir dire quelque chose d'essentiel, quelque chose de base. Alors, au cours de l'histoire, les grandes puissances ont assuré leur suprématie, non seulement par leur puissance militaire, mais aussi par le contrôle des ressources stratégiques. Alors, rappelons-nous, par exemple, c'était l'or. Hein, pendant des décennies. Au XXIe siècle, les minéraux sont devenus le nouveau pétrole. Les minéraux favorisent la transition vers les énergies aussi vertes, soi-disant vertes. Ils alimentent, par exemple, les semi-conducteurs et ils soutiennent l'industrie de l'armement. Et c'est pour ça que la concurrence pour ces ressources s'intensifie et la Chine prenne la tête. Le Pékin, par exemple, s'est non seulement assuré d'énormes réserves de lithium dans le monde entier, mais a également découvert récemment du thorium. C'est une alternative plus sûre, on dit plus sûr et plus efficace que l'uranium et qui pourrait révolutionner l'énergie nucléaire. Et c'est maintenant intéressant en ce qui concerne la politique des États-Unis, la politique de Trump. Si la Chine intègre le thorium
dans son mix énergétique, cela pourrait révolutionner les structures des pouvoirs mondiaux. Alors, il s'agit du pouvoir mondial. Et les États-Unis, Donald Trump, les États-Unis, ils reconnaissent l'urgence de la situation et ils s'efforcent de diversifier leur chaîne d'approvisionnement face à la domination chinoise. Alors, il faut aussi comparer ça avec cette grand débat sur les tarifs, hein, parce que la dépendance de l'Amérique, des États-Unis, vis-à-vis de la Chine pour les terres rares, ça, c'est un problème croissant pour la sécurité nationale des États-Unis. Face aux tensions croissantes entre les deux superpuissances, Washington cherche maintenant des fournisseurs alternatifs. Et comme j'avais déjà souligné, l'Australie et le Canada, ce sont des alliés des États-Unis traditionnels. Ils deviennent chers et surchargés. Et c'est pour ça qu'on peut aussi expliquer cette stratégie des États-Unis et cette stratégie de Trump. Tu as une deuxième carte que tu nous voulais nous Oui, montrer. il y a une deuxième carte, bien sûr. La projette. Voilà. Ah voilà, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine maintenant. Et si on regarde la carte de l'Ukraine, c'est aussi une carte avec des ressources importantes, des matières. C'est un peu différent que la carte qu'on a déjà regardée. Alors, en Ukraine, nous voyons très bien qu'il existe d'importants gisements de titane qui sont nécessaires pour aéronautique ou la construction mécanique. Alors, c'est énorme. C'est ici en bleu. Ce sont les régions en couleur bleue. Nous avons également des gisements de terres rares. Ça, c'est intéressant. On a déjà discuté ça pour les semi-conducteurs, etc. Aussi bien, alors ces terres rares, il y en a aussi bien dans la partie occupée par la Russie, alors c'est le vert dans la carte, et aussi dans le centre de l'Ukraine, il y a des ressources de terres rares. Les gisements d'uranium de l'Ukraine, qui comportent parmi les plus importants d'Europe, sont également importants en ce qui concerne l'Ukraine. À l'échelle mondiale, le Canada, l'Australie, la Russie, le Kazakhstan et le Niger sont les principaux fournisseurs d'uranium, mais en Europe, les ressources d'uranium en Ukraine sont bien importantes. C'est pour ça, si on continue avec l'Ukraine, de quoi s'agit-il en ce moment? En Ukraine, il faut commencer dès l'automne 2024. Le président Volodymyr Zelensky, mentionnait les ressources naturelles dans son plan de victoire. Ça, c'est important de souligner parce que en ce moment, dans le débat, on parle seulement de Trump et des États-Unis. Mais Zelensky lui-même mentionnait les ressources naturelles dans son plan de victoire et il était déjà évident en automne 2024 que Zelensky envoyait ainsi un message au futur président américain, un message comme par exemple, bien, on pourrait utiliser ensemble les ressources stratégiques en Ukraine. C'était aussi un fait qui était très critiqué à ce moment-là. Mais selon les estimations du Forum économique mondial, l'Ukraine dispose de 20 000 gisements contenant à peu près 115-116 types de minéraux. Mais avant février 2022, seuls 15% de ces gisements étaient déjà exploités. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est une question qui
va maintenant exploiter ces gisements en Ukraine. Hein. Et c'est pour ça qu'il y avait cette proposition de Trump. Mais après ce fameux incident dans le bureau ovale, on se souvient, Kiev tient maintenant en main un projet d'un accord de à peu près 60 pages sur les matières premières entre les deux pays. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le contrat sous cette forme est difficilement acceptable pour le Kiev. L'Ukraine ne pourrait pratiquement pas dénoncer l'accord, mais en outre, il couvre pratiquement tous les sites d'extraction des matières premières stratégiques déjà existants, y compris maintenant, c'est au retour à l'énergie, y compris les gisements de gaz et du pétrole en Ukraine. Alors, ça, c'est une chose très difficile pour le gouvernement en Ukraine et aussi pour Zelensky. Et on va voir ce qui va se passer entre les États-Unis et l'Ukraine en ce qui concerne le pétrole, le gaz et les matières premières. Mais Ulrike, tu es en train de nous montrer avec beaucoup de précision, de façon factuelle, que la politique, la géopolitique est gouvernée par la recherche de ressources. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, la recherche de ressources minières. Et tu nous montres bien que le fil rouge, si j'ose dire, de Donald Trump, c'est la mise, la prédation, comme on dit en français, la mainmise sur les ressources minières des autres. Mais au fond, d'une certaine façon, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la stratégie américaine de Donald Trump, c'est pas une stratégie idéologique. C'est pas on va combattre le wokisme, le mondialisme. Sa stratégie, c'est j'explique sous tout un tas d'arguments que le Canada doit être le 51e État des États-Unis. En réalité, c'est pour mettre la main sur les ressources minières du Canada. C'est ça que tu nous dis. Oui, absolument. Tu m'as bien compris. On voit bien que tu comprends très bien les pensées germanophones. Non, selon moi, c'est aussi pas une stratégie particulière de Donald Trump. C'est une stratégie à long terme et c'est pas une stratégie, par exemple, qui, comment dire, commençons par ça. Les États-Unis ne sont en aucun cas les premiers qui font ça. Par exemple, si tu prends la Chine lie depuis longtemps son aide au développement à l'accès aux matières premières critiques et la Chine investit des milliards dans les projets d'infrastructures dans le monde entier afin de garantir aussi les chaînes d'approvisionnement stables. Mais il y a une différence entre la doctrine de la politique étrangère en Chine, c'est-à-dire trouver des relations avec les autres par la commerce, etc., etc. Alors, la doctrine de la Chine, c'est pas la guerre, chercher le conflit, mais c'est chercher des liens en ce qui concerne le commerce, etc. Mais l'approche de la Chine est bien forte. C'est-à-dire, ils cherchent à établir des liens avec d'autres pays pour garantir l'accès aux ressources. Les États-Unis, leur doctrine est différente, c'est-à-dire c'est une doctrine des suprématies. Et c'est pour ça que Trump aussi, il agit comme un hégémon, on dit comme ça, hégémon, comme un hégémon. Et c'est son style d'être bien fort, comme une puissance, etc., etc. Mais derrière là, il y a une stratégie, comme j'ai dit, pour être sûr qu'on a la main
sur des ressources qui sont énormément importantes en ce qui concerne, par exemple, l'industrie et aussi l'industrie de l'armement. Alors ça, c'est une stratégie pas idéologique. C'est ce qu'on voit pendant l'histoire partout sur le monde. Oui, mais ça remet quand même je vais poser la question autrement. Aujourd'hui, en tout cas en France, mais je suis sûr qu'en Autriche, il y a quand même un peu le même débat. En tout cas, il a existé en Allemagne, puisque Elon Musk a soutenu l'AfD. Donc, on sait qu'il y a eu, autour de Donald Trump, l'idée de nous allons combattre le mondialisme, nous allons combattre le deep state. En France, beaucoup de gens, y compris des gens que j'ai interviewés sur le courrier, ont dit Trump est en train de nous débarrasser du deep state. Mais ce que tu dis, c'est que d'abord, il s'inscrit dans une stratégie américaine à long terme qui existait avant lui, qui existera après lui. Et qu'au fond, peut-être qu'il s'attaque à des personnes, à des démocrates, à des wokistes, mais aux États-Unis, c'est toujours la logique de l'hégémone, comme tu dis, qui domine. Et Trump n'a pas rompu avec cette vision. C'est dans leur, comment on dit, je ne sais pas si c'est le DNA, c'est le DNA aussi. Oui, dans leur gène, dans leur ADN. Dans leur gène, exactement. Non, parce qu'il y a toujours, si tu observes la politique géopolitique, la géopolitique des États-Unis, il y a toujours des stratégies à long terme, comme en Chine, par exemple. Mais aujourd'hui, nous sommes bien habitués à regarder les gens et à regarder les médias sociaux, etc. Et c'est-à-dire, on regarde ce qu'il dit, un mot, un autre mot, un autre mot. On devient confusé par là. Mais si tu regardes la stratégie en long terme, comme j'ai dit, il s'agit des ressources. Et pour les pays, pour les États, la question de sécuriser l'énergie, c'est important, c'est la base de tout. Et c'est toujours une approche différente, par exemple, entre la Chine ou les États-Unis, mais il faut constater qu'il y a aussi une approche comme ça au sein de l'Union européenne, parce que, par exemple, l'Union a lié le financement du programme Global Gateway à des perspectives commerciales, dont plusieurs transactions sur les minéraux, par exemple, avec le Kazakhstan. Alors, il faut dire que ce n'est pas une idée de Trump ou une idée des États-Unis, mais c'est une stratégie qu'on trouve partout, partout dans notre monde. La principale question pour moi, c'est de savoir, par exemple, si les pays devraient avoir la possibilité de développer leurs propres industries extractives en s'appuyant sur des partenariats internationaux qui privilégient les retombées économiques locales à l'exportation. Parce que, par exemple, en Chili a présenté il y a 2 ans une stratégie pour le lithium qui vise à garantir que les Chiliens soient les véritables bénéficiaires du boom du lithium dans le pays. Et pour finir ça, il faut dire que les Chiliens font donc mieux que les Allemands, par exemple, parce que l'Allemagne a exploré à grands frais d'importants gisements de lithium dans la dépression rhénane, qui sont maintenant, c'est une nouvelle, qui sont maintenant exploités par une entreprise australienne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est une question des ressources stratégiques, de sécuriser les matières et les ressources énergétiques pour la stratégie géopolitique. Et oui, tu m'as bien compris, en ce qui concerne ces ressources, ces matières rares, je pense que c'est une stratégie des États-Unis à long terme, aussi avec le Groenland. Bon, écoute, merci de ces précisions, parce qu'il faut faire réfléchir un certain nombre de gens qui sont très bloqués sur Trump est un génie et
C'est le chevalier blanc face au diable. Voilà. Et en réalité, moi, je pense qu'il est aussi diabolique que tous les autres présidents américains. Ah oui. Et on te retrouve quand même la semaine prochaine dans Stratégone. On va parler, il y aura John Logland avec toi et Édouard Husson. On parlera de sujets politiques international, géostratégiques, mais de sujets précisément sur quelque chose qui a un lien avec le contrôle des opinions en Europe. Et on reparlera de Trump. Et puis, eh bien, de toute façon, jeudi prochain, on se retrouve encore pour une émission à l'Est, quoi de nouveau. Ah bien, et on te retrouve, bien entendu, j'en profite pour le dire, dans les colonnes du Courrier des Stratèges, où tu nous fais un journal des Habsbourg pour nous dire ce qui se passe dans le monde des Habsbourg. Merci bien. À bientôt, Ulrike. À bientôt, merci à tous.